Bienvenue à cette présentation de la plateforme ServiceNow. Aujourd'hui, celle-ci se focalisera sur la gestion des incidents, problèmes et changements au sein du module IT Service Management de ServiceNow. Pour une question de cohérence, la gestion des releases, la gestion des assets et la gestion des coûts ne sera pas présentée au cours de cette vidéo. Voyons ensemble où se trouve la valeur ajoutée de ServiceNow au sein du module ITSM. Tout d'abord, vous pourrez bien entendu consolider votre gestion des incidents, problèmes et changements. Des fonctionnalités comme les VTB vont vous permettre également d'affecter plus intelligemment des tâches à différents groupes de collaborateurs ou à des collaborateurs spécifiques. Vous pourrez également utiliser ces VTB pour prioriser plus intelligemment vos incidents. Vous pourrez vous servir de la CMDB et des liens entre les différents CI de cette CMDB pour piloter et identifier plus rapidement la racine des différents problèmes ou incidents déclarés. Vous pourrez également vous servir des tableaux de reporting standards afin d'analyser pourquoi pas des tendances sur une période donnée. Enfin, le service portal de ServiceNow ne sera pas présenté durant cette vidéo, mais sachez qu'il va vous permettre de fournir un accès unique à tous les utilisateurs afin qu'ils puissent effectuer leur demande de service. Tout cela est bien sûr intégré au sein d'un seul système, au sein d'une seule instance, ServiceNow. Nous pouvons d'ores et déjà passer à la démonstration. Si vous avez une petite idée de ce que vous souhaitez consulter, n'hésitez pas à cliquer sur les liens disponibles dans la description de cette vidéo. Ce que vous voyez à l'écran, c'est le back-office de l'instance de démonstration. Chez ServiceNow, une instance, c'est l'espace dans lequel votre entreprise va évoluer. Ici, en l'occurrence, je suis connecté en tant que Bess Anglin. Elle a un tableau de bord que vous pouvez voir qui s'appelle le Service Desk Worker. Les tableaux de bord peuvent être personnalisés au sein de ServiceNow et vous pouvez en rajouter ou créer de nouveaux éléments très simplement. Et nous verrons un peu plus loin comment faire. Par défaut, ServiceNow propose un certain nombre de tableaux de bord qui pourront satisfaire à la fois les opérateurs métiers et la direction d'une entreprise. Les tableaux de bord sont soumis à des droits de visibilité particuliers. En l'occurrence, Bess a accès à un certain nombre d'indicateurs. Premièrement, elle peut voir la liste de tous les incidents de priorité numéro 1. Elle peut également voir les incidents qui sont en rupture de SLA, voir la liste de tous les incidents qui sont de niveau priorité 1 et priorité 2, ou encore la liste des incidents ouverts. À partir de ce tableau de bord, Bess peut également visualiser la liste des tâches qui lui sont affectées, ou encore la liste des tâches qui sont affectées aux membres de son groupe. Ainsi, ces tableaux donnent à Bess un moyen d'organiser son travail et de prioriser ses activités. Les rapports que vous voyez à cet instant à l'écran font appel à des données qui sont présentes dans la base de données à un instant T. Si vous souhaitez effectuer une analyse des tendances, vous pouvez le faire à l'aide du module Performance Analytics. Cette fonctionnalité nécessite une souscription à un abonnement complémentaire, même si une version d'essai vous est fournie gratuitement pour analyser les tendances au sein du module Incident Management. Parmi les rapports par défaut, disponibles en accès gratuit pour le module Performance Analytics, vous trouverez une analyse du backlog et des incidents ouverts sur l'année en cours, ou encore une analyse de votre délai de résolution moyen sur le cours de l'année. Engage ASM est dans tous les cas en mesure de vous accompagner dans la mise en œuvre de votre module Performance Analytics au sein de la plateforme ServiceNow. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site web. À partir de n'importe quel rapport, il est possible de faire du drill down. Prenons l'exemple dans cette vidéo des incidents ouverts et catégorisés sur du software. Si nous cliquons sur cette donnée, nous arrivons sur une liste. La liste sur laquelle nous arrivons est matérialisée par des colonnes et des lignes. Cet affichage est l'affichage natif au sein de ServiceNow et au sein d'une liste, un certain nombre de fonctionnalités natives sont disponibles. Par exemple, nous pouvons effectuer une recherche. Cette recherche peut porter sur l'un des attributs de l'un des enregistrements figurant au sein de cette liste. Un enregistrement est une ligne, un attribut est une colonne. Autre point important, nous pouvons effectuer des filtres. À portée de clic droit, nous pouvons par exemple filtrer tous les éléments correspondant à cet item de configuration ou exclure tous les éléments portant sur une catégorie donnée. À partir d'une liste, vous pouvez également modifier massivement un ensemble d'enregistrements, que ce soit en sélectionnant le champ que vous souhaitez modifier. Vous pouvez également effectuer des groupements pour grouper pourquoi pas les incidents par catégorie d'affectation. Ou vous pouvez encore produire des rapports directement à partir d'une liste, puis planifier leur envoi, que ce soit à votre direction ou à l'ensemble de vos collaborateurs. Dans notre exemple, filtrons cette liste en ne sélectionnant que les incidents qui sont affectés au groupe Service Desk AMS. ServiceNow propose pour chacune des listes de l'application une vue et un affichage par défaut que vous pourrez bien entendu modifier pour pourquoi pas restreindre l'accès à certaines données à certaines de vos équipes métiers. Reprenons notre parcours depuis le début de la présentation. Nous sommes partis d'un rapport pour arriver sur une liste. La liste peut également être affichée sous une autre façon, sous la forme d'un visual taskboard.
En l'occurrence, ici, nous allons afficher cette liste sous la forme d'un Visual Task Board groupé par priorité d'incident. Nous pouvons donc voir les incidents de niveau critique, de niveau haut, modéré, bas ou encore planifié. Chaque incident peut être déplacé et puis ensuite être priorisé à partir d'un Visual Task Board. Une fois que l'incident a été repriorisé, ServiceNow vous propose par défaut d'accéder aux détails de cet incident. Vous pouvez sauvegarder vos changements et ainsi retourner et reprioriser les autres incidents. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer sur la liste des incidents ouverts et qui sont affectés à Best Handling. En l'occurrence, nous allons sélectionner un incident qui porte sur les emails. Puis nous allons dérouler ensemble la gestion des incidents, la gestion des problèmes et la gestion des changements au sein de ServiceNow. Donc j'effectue rapidement une recherche sur tous les incidents, commençant par le mot-clé email. Puis je vais sélectionner cet incident particulier et nous allons dérouler ensemble tous les processus, incidents, problèmes et changements au sein de ServiceNow. Premièrement, nous pouvons voir que l'incident est en phase de classification et priorisation. L'incident est catégorisé en software grâce au configuration item sélectionné, en l'occurrence email. Un incident peut également être catégorisé de façon automatique à l'aide du module Agent Intelligence. Après avoir vu ensemble les attributs qui définissent un incident, descendons un peu plus bas dans le formulaire afin de voir la liste notamment des SLA assignés à cet incident. Par défaut, lors de la création d'un incident, une liste de SLA est liée à cet incident et cette liste est générée à partir du service impacté. Vous pourrez donc suivre le délai de résolution de vos incidents et savoir si vous êtes dans vos contrats ou non. Supposons maintenant que je souhaite avancer un peu dans le traitement de cet incident et passer à l'étape suivante qui est investigation et diagnostic. Pour ce faire, je dois affecter l'incident à une personne. En l'occurrence, je vais l'affecter à moi-même en cliquant sur le bouton situé en haut de l'écran. Afin d'accélérer la productivité des équipes IT, ServiceNow va proposer un certain nombre de fonctionnalités par défaut pour faciliter l'investigation et le diagnostic d'un incident. Parmi certaines des fonctionnalités que ServiceNow peut proposer à cette étape, il y a notamment la mise à disposition d'articles de la base de connaissances liés à la short description saisie par l'utilisateur. Ainsi, nous pouvons voir que certains articles remontent par défaut. Ces articles sont soit publiés par votre équipe en interne, à destination des collaborateurs en interne, soit publiés par votre équipe en interne et à destination des employés de la société afin qu'ils puissent faire du self-service. Prenons l'exemple de cet article et attachons-le à cet incident. En faisant cela, nous pouvons poster directement un commentaire qui sera visible par l'utilisateur avec, au sein de ce commentaire, l'article de la base de connaissances liée directement consultable. La mise en page est conservée et nous pouvons également compléter cette information en envoyant un petit commentaire à John afin qu'il prenne le temps de consulter l'article pour effectuer lui-même sa résolution d'incident. En fait, nous avons des fonctionnalités vous permettant de communiquer rapidement avec les techniciens ou les employés, que ce soit à travers le fil d'actualité ou à travers un chat dynamique. Nous pouvons également laisser donc des notes de travail à destination des équipes en interne. Dans notre exemple, saisissons un simple commentaire. Une fois cela effectué, postons ce commentaire et nous pouvons également modifier, par exemple, la watchlist. La watchlist, c'est la liste des personnes qui seront notifiées lorsque des nouvelles activités auront lieu sur cet incident. Nous pouvons par exemple mettre dans la watchlist le responsable ou le N+1 de John qui serait concerné par le délai de résolution de cet incident et par le traitement de cet incident. La seconde fonctionnalité sur laquelle nous souhaitons insister et qui pourra vous intéresser lors de la phase diagnostic et investigation est la fonctionnalité Dependency View. Cette map qui s'affiche sur l'écran vous permettra de voir les dépendances entre les différents CI de votre CMDB. La CMDB étant le référentiel de votre infrastructure avec la liste de vos serveurs et de vos services, vous permettant ainsi de voir quel serveur soutient quel service. La CMDB peut être composée de façon automatique ou manuelle. Si elle est composée de façon automatique, cela nécessite le déploiement d'outils comme Discovery ou Service Mapping disponibles dans la suite applicative ITOM. Dans tous les cas, EngageESM est en mesure de vous accompagner dans la construction de votre CMDB. Prenons l'affichage horizontal et affichons un peu plus de détails sur les éléments qui sont présents sur l'écran. Nous pouvons sélectionner différents serveurs et en l'occurrence, nous allons sélectionner le serveur Exchange ici présent. On peut voir que celui-ci ne fonctionne plus, ce qui pourrait être la raison de notre incident.
Une autre approche de cette vue des dépendances au sein de votre infrastructure est celle permettant à un nouvel arrivant ou à un intérimaire d'être opérationnel beaucoup plus rapidement en ayant une visibilité sur le travail qui avait été effectué et sur les connexions entre les différents services qui ont été initialisés par le technicien à l'origine lors de l'installation. Ainsi, même si cette personne qui a effectué l'installation quitte l'entreprise, alors vous aurez toujours la possibilité de savoir quel service est soutenu par quel serveur. Un excellent moyen de préserver les connaissances et il est complémentaire au fonctionnement originel de votre CMDB, puisque les dépendances sont liées à la CMDB et la CMDB peut très bien exister sans les dépendances entre les différentes séries. Dans notre cas, même si nous avons une visibilité sur l'infrastructure, supposons que cela ne suffise pas à trouver la source de l'incident et que nous devrions créer un problème. Dès lors, retournons sur le formulaire originel de l'incident et créons le problème à partir de ce point d'entrée. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton situé en haut de l'écran et de créer le problème à partir de l'incident. En cliquant sur ce bouton, un nouvel enregistrement est créé dans la table des problèmes. Celui-ci hérite d'une partie des informations de l'incident, comme le configuration item lié, l'état, l'impact, l'urgence et par conséquent la priorité, et également la description de l'incident. Bien sûr, comme tous les formulaires, vous pourrez personnaliser l'affichage et la vue, rajouter de nouveaux champs ou limiter la visibilité à certains comptes utilisateurs. Cependant, focalisons-nous sur les workflows par défaut permettant de résoudre un problème. Par défaut, un certain nombre de tâches sont créées. Rechercher et documenter la racine du problème, documenter la solution de contournement, rédiger un article de la base de connaissances. La raison étant qu'après avoir passé ces différentes étapes, nous pouvons lancer un circuit d'approbation de la documentation afin de recommander les articles dans la base de connaissances dans le cas où les utilisateurs auraient des questions similaires à l'avenir. Aussi, à partir de ce problème, nous pouvons lier des incidents existants à ce problème ou encore en créer de nouveaux. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Ainsi, en cliquant sur le bouton Edit, nous allons faire une recherche sur les incidents existants. En utilisant les principes de base des opérateurs de recherche, nous pourrons effectuer et appliquer des filtres pour identifier les incidents. Une fois que cela est fait, il est envisageable de sélectionner plusieurs incidents et de le basculer dans le panier sur la droite. Effectuons ensemble une recherche sur les incidents contenant le mot-clé email. Une fois cette recherche effectuée, la liste des incidents est mise à jour sur la gauche. Après avoir mis à jour cette liste sur la gauche, nous pouvons en sélectionner un, et si nous avions cliqué sur le bouton Save, cet incident aurait été lié au problème existant. Dans notre cas, nous ne conserverons qu'un seul incident lié à ce problème. Dans notre scénario, après avoir un peu investigué, nous supposons que l'incident portait sur le serveur de mail IronMail. Nous allons donc mettre à jour le formulaire de problème. Pour ce faire, nous mettons à jour le champ Business Service et le champ Configuration Item. Et dans notre scénario, nous supposons que le problème est lié à une fuite mémoire sur le serveur IronMail. Une fois ces éléments saisis, nous mettons à jour le formulaire, sauvegardons nos modifications, et c'est après avoir identifié le problème que nous souhaitons certainement le corriger et appliquer un changement, en redémarrant le serveur pour résoudre les incidents et corriger le problème. Pour créer la demande de changement à partir du problème, il suffit de se rendre dans le haut de la page, d'effectuer un clic droit. Après avoir effectué ce clic droit, un certain nombre d'options apparaissent et nous pouvons normalement créer une demande de changement. Après avoir effectué cette action, un certain nombre d'informations sont directement héritées. Lorsque l'on crée la demande de changement à partir d'un problème, l'on hérite d'un certain nombre d'informations, comme la catégorie, le configuration item, la priorité de cette demande de changement, mais l'on peut également retrouver dans la liste des tables liées à cette demande de changement le problème qui est à l'origine de ce changement. On aurait pu en rajouter de nouveaux ou en créer de nouveaux. En l'occurrence ici, ce que je souhaite vous montrer, c'est le workflow associé à cette demande de changement. Lorsque nous arrivons sur le workflow, nous pouvons voir un certain nombre d'actions qui sont définies par défaut. Ce workflow est le workflow par défaut pour la demande de changement et il se base sur la norme ITIL. Bien entendu, tout est configurable et il y a des circuits d'approbation et des notifications qui seront envoyées par défaut aux différents utilisateurs qui seront concernés. Engage ESM peut bien entendu vous accompagner dans la personnalisation de ces workflows, même si nous vous recommandons toujours de rester aligné avec les bonnes pratiques utiles en matière de gestion des changements, gestion des incidents et gestion des problèmes. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ce workflow fait appel à des demandes d'approbation de groupe, à des demandes conditionnelles
Mais vous pouvez également voir juste en dessous de ce conditionnel un workflow lui-même intégré à ce workflow. Après avoir vu ensemble ce moteur de workflow, retournons sur la demande de changement initiale. Dans le cadre de notre démonstration, nous souhaitons faire avancer cette demande de changement, et pour ce faire, nous devons la planifier. Nous allons donc définir le plan d'intervention, le justifier, définir éventuellement les risques et impacts, le back-out plan, et une fois cela fait, nous allons pouvoir planifier et mettre dans un calendrier la date d'intervention prévue. Prenons par exemple un mercredi à 17h pour une intervention d'une heure. Validons ensemble cette mise au planning et effectuons cette demande dans le cadre d'un groupe qui serait le groupe d'affectation software. Si nous sauvegardons ces changements, nous allons voir qu'il y a un contrôle des conflits qui est lancé et que automatiquement un conflit est détecté à l'aide du moteur de gestion des conflits. La détection de conflits n'est pas un problème en soi pour la demande de changement, elle met juste en lumière des risques qui seront identifiés puis enregistrés dans la table des conflits liés à cette demande de changement. Ainsi, nous pouvons voir que le conflit est lié à une blackout window et cette blackout window affecte ce CI en particulier. Comme la mise en œuvre d'un changement est proscrite sur cette période, nous pouvons donc nous poser les questions suivantes. Voulons-nous vraiment mettre en œuvre ce changement? Dans le cas positif, cela implique-t-il que ce changement aura un impact sur des services tiers? Et dans le cas de services tiers, qu'entend-on? Entend-on des services critiques comme la gestion de la paix à la fin du mois? Toutes ces questions pourront être évaluées grâce à la phase d'évaluation et suite à la demande d'approbation de ce changement. Cette phase d'évaluation se base sur l'approbation qui peut être donnée par une liste d'approbateurs prédéfinie. En l'occurrence, ce groupe est composé d'une douzaine d'approbateurs. Cette approbation peut être réalisée directement à partir de la liste, mais l'idée étant que les approbations peuvent être également réalisées à partir d'un mail, d'un SMS, d'une notification push directement sur votre mobile ou à travers le portail de service ServiceNow. Il y a donc de nombreuses façons d'avancer à travers les demandes d'approbation et à travers cette phase d'évaluation de la demande de changement. Et bien entendu, Engage ESM est en mesure de vous accompagner dans la personnalisation de ces notifications pour que la vie soit le plus simple possible pour votre direction ou les groupes d'approbation que vous aurez définis dans l'application. Supposons que nous approuvons la demande de changement. Nous passons donc à la phase suivante. Après avoir été évaluée comme possible, cette demande de changement doit être approuvée et si nous retournons sur le workflow initial, nous voyons que la demande de changement a avancé dans le circuit d'approbation et dans le circuit de validation et nous en sommes actuellement à l'étape d'approbation destinée au comité d'approbation. Le comité d'approbation est en charge de valider et d'autoriser cette demande de changement. Dans tous les cas, nous pourrons voir la liste de tous les approbateurs qui seront notifiés qu'une nouvelle demande de changement a été envoyée. Et nous pouvons voir que BES fait partie à la fois du groupe d'approbation technique, ici intitulé Software, et du groupe d'approbation du comité d'approbation. Supposons que BES veuille consulter le calendrier. Elle peut cliquer sur le lien suivant sur l'écran, ou elle aurait pu cliquer sur un bouton se situant sur le haut de l'écran. Ici, elle accède à la version pour ordinateur du calendrier. Celle-ci est également consultable depuis un mobile. À partir de ce calendrier, vous pouvez modifier l'affichage et passer sur un affichage mensuel. Retournons ensemble sur un affichage au jour le jour et voyons ensemble comment nous pouvons drag and drop la demande de changement afin de la réaffecter sur un horaire. En l'occurrence, les dates apparaissent dans un formulaire d'aperçu dans l'écran. Sauvegardons le changement et retournons sur le formulaire initial de demande de changement. Dans le cadre de cette démonstration, comme BES fait partie du comité d'approbation, nous pouvons approuver et valider donc la demande de changement directement à partir du changement lui-même. Que la demande d'approbation a été validée, nous pouvons voir ensemble que la liste des approbateurs a été mise à jour. Ainsi, BES, qui a effectué les deux demandes d'approbation, que ce soit sur l'aspect technique ou suite au passage en comité d'approbation, apparaît comme approbatrice. Dans les deux cas, la règle d'approbation était très simple, mais elle aurait pu être un peu plus complexe. Par exemple, tout le monde, au sein de l'équipe technique, aurait dû approuver la demande, ou alors une majorité aurait dû approuver la demande pour que celle-ci puisse être validée.
Cas où certaines demandes d'approbation mettent un peu trop de temps à arriver, une option est mise à disposition afin de forcer les demandes en attente d'approbation. Si nous récapitulons ensemble l'état actuel de cette demande de changement, nous pouvons voir que nous sommes passés à travers la phase d'autorisation, que nous sommes actuellement en phase de planification, et supposons maintenant que nous souhaitons passer en phase d'implémentation car nous sommes le jour J et que nous souhaitons finalement mettre en œuvre la solution pour résoudre le problème initial. Ainsi, nous devons cliquer sur le bouton Implement situé en haut de l'écran. Cela va permettre de créer automatiquement les tâches associées à cette demande de changement. En l'occurrence, ici les tâches sont les tâches d'implémentation et les tâches de test suite à l'implémentation. Dans notre cas, nous souhaitons implémenter la solution en redémarrant les serveurs. Pour ce faire, nous ouvrons donc la tâche. Nous allons noter dans le bloc de travail et modifier l'état de cette tâche, puis nous sauvegarderons nos modifications. Une fois que cela est fait, nous pouvons retourner sur la demande de changement chapeau et ouvrir la seconde tâche qui concerne les tests suite à l'implémentation. Notons que la solution fonctionne et clôturons cette tâche. Bien entendu, la liste des tâches liées à la phase d'implémentation d'une demande de changement est entièrement personnalisable et EngageESM est en mesure de vous fournir l'accompagnement nécessaire pour personnaliser votre solution ServiceNow. Retournons sur la demande chapeau de changement. Et après avoir effectué ce retour, comme la liste des tâches liées à l'implémentation est entièrement clôturée, nous sommes dans la phase de vérification. Si nous retournons sur le workflow, nous pouvons voir que la demande de changement a avancé dans le circuit et que nous en sommes à l'étape finale. À l'aide du moteur de workflow, nous pouvons également voir les activités à travers lesquelles nous sommes passés tout au long de ce processus. Pour compléter cette étape de vérification, il suffit de saisir la réussite ou non de ce changement et de noter en observation les informations de clôture. Dans le cas où nous sélectionnons le code Unsuccessful, les incidents et les problèmes liés à cette demande de changement seront automatiquement créés dans la nouvelle demande de changement associée qui va permettre de corriger et de finalement solutionner les problèmes et les incidents liés. Dans le cadre de cette démonstration, nous sélectionnons l'étape Successful, nous sauvegardons et in fine, cela va permettre de clôturer automatiquement le problème lié. Nous accédons au problème, nous pourrons voir également que les incidents seront déplacés dans un état résolu. Une fois l'incident déplacé dans un état résolu, la personne qui a soumis l'incident, donc l'utilisateur final, pourra bien entendu clôturer l'incident et si il ne le fait pas, nous proposons en général une clôture automatique de l'incident dans un délai de 5 jours. Étant donné que nous avons fini de dérouler le processus incident, que nous avons déroulé également les processus problème et changement, cette vidéo est terminée. Afin de conclure cette démonstration, nous vous présentons rapidement nos offres de services disponibles au sein de ServiceNow. EngageESM peut vous proposer un ensemble d'offres de services, que ce soit des offres de services sur mesure ou des jumpstarts que vous pouvez voir à l'écran. En l'occurrence, nous allons nous focaliser sur un seul des jumpstarts, le Jumpstart ITSM. Cette offre Jumpstart permet à nos clients de valoriser rapidement leur projet ITSM au sein de ServiceNow. En synthèse, le Jumpstart ITSM est composé de la sorte. Vous avez de la gestion de projet, qui est obligatoire, l'import de données de référentiel, l'import d'utilisateurs depuis VoLDAP vers la base utilisateur de ServiceNow, ou encore la formation Train the Trainer. Vous avez des processus et fonctionnalités à la carte que vous pouvez sélectionner. Parmi celles-ci, vous avez incidents, la gestion des incidents, la gestion des problèmes, la gestion des changements, la mise en œuvre de votre CMDB, la gestion des demandes de service ou encore le portail de service. Et enfin, vous avez des options disponibles à la carte comme la gestion de vos niveaux de service, les notifications par email, la base de vos connaissances ou encore la mise en œuvre du module de reporting. Pour plus d'informations sur l'ensemble de nos offres de services, n'hésitez pas à consulter notre site web ou à contacter votre commercial si vous êtes déjà client. Nous vous remercions et espérons que cette vidéo a répondu à vos attentes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir.